Alors tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. On ne vous voit pas du tout depuis l'estrade, donc ne prenez pas nos regards un peu lointains pour un manque de considération. Merci, on vous voit mieux maintenant. Donc nous sommes à la séance plénière sur la question essentielle en lien avec le changement de modèle économique et donc de l'usage d'un de ces éléments principaux qu'est le plastique. C'est quel modèle économique pour l'économie circulaire? Donc déjà, j'aimerais présenter rapidement. Je suis Agnès Michel, consultante économique, et puis je suis aussi au COMED de Terra Nova. Et j'en profite pour faire une petite publicité, puisque nous venons de sortir une note, enfin un rapport, sur le plastique à usage unique. Voilà, donc précipitez-vous sur vos smartphones. Alors, la question qui se pose ici, c'est encore une fois l'économie circulaire, donc notion, comme vous le savez, qui est apparue aux alentours des années 2000. Donc il y a beaucoup de concepts dans cette économie circulaire. Il y a l'usage, la fonctionnalité, le réemploi, la réparabilité, la proximité, le circuit court. Donc tout ça se mélange un petit peu dans cette notion d'économie circulaire, et notamment la notion qui nous intéresse particulièrement ici, qui est la notion de matière première, plastique, et matières premières secondaires, plastique recyclé. Donc la question, c'est depuis qu'on en entend parler, c'est-à-dire depuis environ une vingtaine d'années, on n'a pas vraiment changé de modèle économique, ni de modèle productif, ni de modèle de consommation. À titre d'illustration, depuis les années 50, il y a 9,2 milliards de tonnes de plastique qui ont été produits, et la moitié de ce volume entre 2000 et 2020. Donc, toutes les personnes présentes ici ont participé à cette consommation. Ce qui nous interroge, c'est qu'est-ce que peut nous apporter l'économie circulaire dans ce contexte-là. Donc, la question va être abondamment abordée lors de cette séance plénière, et notamment avec Bruno Langlois, l'entreprise Carbios. Vous allez nous présenter comment des enzymes peuvent décomposer cette matière qui est réputée indégradable, et puis les perspectives que ça ouvre d'un point de vue économie, évidemment économie circulaire, puisque là on serait sur une matière première dite secondaire. Donc ensuite nous avons Yves Quéré. Alors, je ne veux pas me tromper sur votre université, donc c'est l'UBO Open Factory, qui est un laboratoire d'innovation de l'Université de Bretagne occidentale. C'est bien ça. Et vous travaillez donc avec le monde de l'entreprise sur un certain nombre d'éléments que vous allez nous détailler, et notamment pour trouver des solutions consommatrices de plastique, entre autres. Et je crois que nous avons une belle illustration ici, juste devant moi. Ensuite, alors, il y a un absent que je vous prie d'excuser pour des raisons de Covid, Julien Boucher, qui est fondateur de l'ONG Environmental Action et qui n'a pas pu venir. Et puis, vous avez... Alors, François Satin, on passe sur un autre modèle, moins sur les matériaux que sur l'usage, d'où le nom de votre société. Et vous proposez des solutions de remplacement du plastique à usage unique par des contenants réutilisables, lavables, etc. Et vous nous en direz un petit peu plus. Et enfin, Monsieur Daniel Cohen, donc président de Paris School of Economics, qui va nous tracer les enjeux macroéconomiques. Donc on va un petit peu sortir de la microéconomie représentée par les trois premiers intervenants, et puis prendre la hauteur macroéconomique sur justement tout le cadre réglementaire et puis d'analyse économique qui peut faciliter ou pas justement le développement de cette économie circulaire. Voilà. Donc je passe la parole à Bruno Langlois. Bonjour à tous, très heureux d'être parmi vous. Je vais prendre quelques temps juste pour présenter ce que fait Carbios, afin de planter le décor. Carbios, on appelle ça une green tech en bon français. C'est une société qui a été créée il y a 10 ans. Finalement, son innovation, c'est de travailler à l'interface entre deux mondes, le monde de la plasturgie, faire des polymères et les utiliser, et le monde de la biologie. On utilise donc des enzymes que l'on va concevoir, et ces enzymes vont avoir une fonction particulière, c'est de découper le polymère en petits morceaux, revenir au monomère,
et ainsi pouvoir refaire du polymère avec les mêmes qualités que le polymère vierge. C'est celui qui finalement nous intéresse le plus. Et donc on a fait des développements pour cette enzyme. Et l'idée, si on veut garder une idée simple, c'est de refaire à partir de nos déchets de la matière première pour refaire du plastique et rendre ainsi le plastique circulaire. Alors, on travaille sur le polyester aujourd'hui, qui est un des plastiques les plus utilisés. Juste pour donner une idée, dans le monde, c'est 80 millions de tonnes chaque année de polyester. Et contrairement aux autres plastiques comme les polyolépines, le polyéthylène et le polypropylène en particulier, le polyester a une fonction particulière, enfin une application particulière, c'est qu'un tiers va dans l'emballage, beaucoup d'emballages uniques, c'est la bouteille d'eau, c'est aussi les barquettes alimentaires, mais également dans le textile. Et ça, c'est un enjeu très fort pour nous, c'est de développer une économie circulaire autour du textile, puisque dans le textile, il y a 50 millions de tonnes de polyester, c'est la fibre la plus utilisée. Ça représente 2 tiers, enfin la deuxième fibre qui vient juste après, c'est le coton, et c'est seulement 23 millions de tonnes par rapport au polyester qui a 52 millions de tonnes. Donc on voit bien l'importance de cette fibre et de la rendre circulaire. Alors on va demander dans notre projet, on a réussi aujourd'hui à des échelles de démonstration à montrer l'efficacité de l'enzyme, on arrive à décomposer 98% du polymère en moins de 24 heures, et donc on passe donc en phase industrielle et on va construire un site en France. On ne sera pas le seul à avoir des technologies similaires, mais la France est pionnière puisqu'elle va construire de la capacité pour pouvoir retraiter à échéance environ 350 000 tonnes de plastique. Ça reste tout petit par rapport à la quantité de plastique, mais c'est un enjeu très important pour rendre circulaires nos déchets, faire de nos déchets des matières premières. Voilà. Et bien sûr, on continue à développer des enzymes pour d'autres polymères, puisque c'est le cœur de métier de Carbios. Merci. Alors, on vous posera des questions un petit peu après, on va échanger sur votre modèle économique, puisque j'ai déjà noté un petit peu les questions de collecte, mais on va voir ça après. Je laisse Yves Quéré nous présenter ses travaux. Merci. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je représente aujourd'hui l'UB Open Factory, laboratoire d'innovation de l'Université de Brest. Notre particularité, c'est notre positionnement en termes d'innovation sur le développement durable et en particulier l'approche humaine et environnementale. On essaye de favoriser les expérimentations sur le territoire pour mieux innover. Et pour ça, on relie l'université avec des acteurs socio-économiques, donc que ce soit des entreprises, des associations, tous les acteurs du territoire et collectivités, bien sûr. Donc ces activités transversales nous permettent du coup de connecter des choses, d'innover aux interfaces et en particulier on a une approche méthodologique et une approche technique, donc inspirée technologiquement pour montrer ce qui est possible de faire et puis prendre en compte les freins qui sont souvent humains avec notre méthodologie. Pour le sujet en particulier du plastique et de l'économie circulaire, je vais prendre deux exemples. On s'intéresse beaucoup aux échelles en fait, de boucles circulaires qu'on peut trouver, donc les échelles les plus courtes qu'on appelle souvent les circuits courts, et puis les échelles plus grosses en fonction des sujets dont on parle. Donc on peut travailler à l'échelle de notre organisation au niveau de l'université pour voir comment faire une boucle du déchet jusqu'au produit directement sur cette échelle-là, en créant une microéconomie, ou alors à l'échelle de la métropole, voire de la région Bretagne. Et pour ça, finalement, ce qui fonctionne, c'est surtout de ne pas travailler tout seul, de travailler en communauté, partager des ressources pour pouvoir finalement lever les freins qui existent tout de même à des échelles qui sont plus difficilement accessibles, des échelles politiques, réglementaires, par exemple. Donc c'est qu'en agissant à plusieurs qu'on pourra influencer de ce côté-là. Maintenant, à notre échelle, on essaie quand même d'influencer. Là, on a plus de pouvoir donc, sur la technologie, comment transformer des plastiques avec les moyens dont on a, des moyens qui peuvent être artisanaux, des moyens qui peuvent être semi-industriels, et puis aussi des connexions industrielles quand il y a besoin d'aller sur des plus gros flux. Donc, je vais prendre deux exemples en particulier. Donc, si on parle de microéconomie, on a un exemple de projet en collaboration avec l'IUM à Plouzané. Donc, c'est un ensemble de laboratoires de recherche qui travaillent donc, sur la mer, en particulier avec de la biologie, de la chimie, et donc eux-mêmes produisent des déchets plastiques. Et donc, on va déjà travailler sur cette échelle-là, voir. Donc, on a pris le plus facile quand même pour démarrer, c'est des plastiques non souillés,
et voir comment on pouvait penser l'usage de nouveaux objets qui permettent d'être réutilisés et éviter d'acheter du plastique en amont. Vous pouvez préciser ce qu'est un plastique non souillé? Un plastique non contaminé, par exemple, propre, quoi. Non contaminé parce qu'on est sur des laboratoires de recherche qui manipulent donc des bactéries, de la biologie ou de la chimie, quoi. Voilà. Donc ça là, elle est plus compliquée parce que ça amène une logistique de décontamination, donc on se garde pour après. On attaque le plus simple d'abord, qui nous permet de penser déjà surtout l'usage et les problématiques logistiques qui sont liées au tri, à la collecte des déchets. Donc on s'intéresse à des flux qui ne vont pas intéresser les déchetteries industrielles, c'est trop petit, même s'il y a une certaine masse, c'est trop diversifié. Et là on va regarder, on a 3 exemples. Un exemple où du coup on va fabriquer des objets qui sont utiles pour les laboratoires au lieu d'en acheter de nouveaux, des porte-pipettes, ce genre de choses. On va aussi fabriquer du mobilier qui permet d'éviter d'acheter une table Ikea par exemple ou autre chose. Donc on a un exemple ici. Donc ça, cette table elle a été faite avec nos déchets là, de laboratoire de recherche à l'université. Et puis après, pour sensibiliser encore plus, pour ceux qui ne seraient pas encore convaincus, on a monté des ateliers créatifs pour les enfants des personnels à base des déchets des parents, des plastiques recyclés, de leur permettre de fabriquer leurs propres objets. Et du coup, ça fait un intérêt aussi, ça crée cette microéconomie, c'est permettre de faire des ateliers gratuits pour les enfants grâce à cette matière qui a de la valeur. Et puis après, on travaille sur un autre projet avec donc la région Bretagne, un collecteur industriel pour aller à l'échelle au-dessus. On a besoin de moyens pour fabriquer plus de produits. Si on me demande, je ne sais pas moi, 50, 100 000 tables, c'est pas moi qui vais les fabriquer forcément. Et donc, et puis on n'est pas suffisamment intéressant pour un gros industriel. Donc là, on va s'intéresser à ce qu'on appelle des manufactures de proximité, des gens qui sont capables de ramener relocaliser sur le territoire certains types de produits. Donc on le voit sur l'impression 3D, mais là on parle d'usinage, de transformation sous forme de plaques, de plastique, et puis sous forme d'objets. Et là on pourrait fabriquer 50, 100, 1000 tables en fonction de ce qu'on veut. Et là, les flux de plastique seront beaucoup moins intéressants, beaucoup moins de qualité artistique, parce qu'on va prendre que les gros flux. Et donc ça, c'est un projet qui s'appelle Valoplast, et il se fait dans le cadre d'une collaboration beaucoup plus large à l'échelle internationale, qui s'appelle FabCity, qui nous permet de voir comment un modèle économique comme ça, qui n'est pas forcément simple, où est le coût en fait là-dedans. Il y a le coût du design de cette table-là, il y a tout ce qui peut être potentiellement normalisation, etc. Et donc c'est ce réseau international qui nous apporte ces outils. On partage en open source tous les plans, et donc si quelqu'un veut acheter cette table, au lieu de l'acheter 1000 € parce que c'est une table unique, il va pouvoir la fabriquer par soi-même parce que les plans sont bas coût, ou alors faire appel à un entrepreneur local qui lui va pouvoir la fabriquer pour elle à moindre coût. Donc il y a toute une question de l'accessibilité en termes de prix qui nous intéresse beaucoup, parce que c'est bien beau de recycler, si au final c'est un peu comme le bio, quoi, si c'est accessible qu'aux plus riches, on perd un peu le sens de ce qu'on fait. Voilà, j'ai déjà été un peu long, mais ça expose un petit peu notre méthodologie, et on s'intéresse vraiment aux freins qui existent dans tout le processus pour être cohérent. Merci, je pense qu'on va reparler dans la deuxième partie de cet aspect de frein. Et parmi des solutions, mais alors moins techniques, mais plus en termes d'organisation socio-économique territoriale, François Satin. Eh bien, on a le réemploi. Donc, bonjour à tous et toutes. Donc, moi, je suis François Satin. Je suis un des fondateurs en fait d'une entreprise qui s'appelle Usage. Donc, comme son nom l'indique, eh bien, on a dans la transformation des usages. Donc, le réemploi, qu'est-ce que c'est? Pour dire un élément très facile à appréhender, imaginez un pot de confiture. Ce pot de confiture, quand on l'a terminé, eh bien, il reste le pot, et l'objectif du réemploi, c'est de faire en sorte qu'on garde ce pot pour pouvoir effectivement le réemployer. Donc on va le laver, on va le remettre à disposition d'un industriel, d'un artisan qui va remettre de la confiture à l'intérieur. Ça, c'est du réemploi. Quand on fait de la réutilisation, on garde toujours ce même pot, mais on va y mettre par exemple des crayons à l'intérieur. Ça, c'est de la réutilisation. Et puis quand on est dans le recyclage, ce même pot, en fait, il va être détruit, il va devenir du calcin, et il va être réintégré pour reproduire à nouveau un pot. Et donc nous, notre solution, eh bien, elle est sur le réemploi. C'est le deuxième R quand on regarde le sujet des déchets. C'est juste après réduire, on fait du réemploi. Et donc Usage est une entreprise qui apporte des solutions de réemploi par le lavage.
Donc on a des centres, en l'occurrence de lavage, en région parisienne et en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et puis on va se déployer sur l'ensemble de la France pour apporter en fait nos solutions de réemploi auprès des acteurs de territoire, dans 3 grands marchés. Le premier, c'est celui de la restauration collective. Donc c'est typiquement du scolaire. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup d'enfants qui mangent dans des barquettes en plastique à usage unique. Donc non seulement elles ont un impact sur la santé des enfants, mais également, évidemment, ça représente un déchet. Et donc l'objectif, c'est de faire en sorte de remplacer cet élément en plastique à usage unique par un contenant réemployable, la majorité du temps en inox. Et donc nous, on est un apporteur de solutions puisque cette transformation est lourde pour ces acteurs. Et donc nous, on va être en capacité de laver à leur place. Et ça peut être très dimensionnant, hein, quand on parle sur une ville comme Brest. Imaginez le nombre d'enfants qui mangent tous les jours. C'est forcément très important. Et donc dans ce domaine de la restauration collective scolaire, eh bien nous, on va laver ces contenants pour le compte d'une collectivité, par exemple. Quand on est dans le domaine de la restauration commerciale, eh bien, vous êtes consommateur une fois par an ou très régulièrement de ces acteurs, que ce soit des fast-food, un restaurant de quartier qui fait du à emporter. Eh bien là, alors on propose effectivement une solution pour le réemploi. Donc on stoppe l'usage unique, quelle que soit la matière native, et on met un contenant en dur. Donc ça veut dire que ce contenant, il va pouvoir être dans la durabilité, qu'il soit en plastique, qu'il soit en inox ou qu'il soit en verre. Et là, encore une fois, nous, on apporte une solution plus ou moins développée. Le minimum pour nous, c'est laver. Mais parfois, on fait aussi de la logistique. D'autres fois, on apporte de la traçabilité pour faire en sorte que ces acteurs de restauration puissent vous proposer à vos consommateurs une solution en réemploi et donc avec un impact évidemment sur la planète moindre. Le dernier marché, c'est celui qu'on a tous en tant que consommateurs. On va en grande distribution, en distribution spécialisée, on prend des produits. Je prenais tout à l'heure le pot de confiture. Eh bien, nous, on est un acteur pour permettre ce réemploi. Ça veut dire collecter en fait ces gisements sales, les laver et revendre ces contenants qui sont une alternative aux contenants neufs aux industriels qui en ont besoin pour à nouveau reproposer des produits alimentaires aux consommateurs. Donc on est dans une véritable économie circulaire, une boucle circulaire où il y a beaucoup de transformations pour vous consommateurs, transformations pour ceux qui mettent en marché, et donc une nécessité de transformer les usages. C'est comme ça qu'on a donné le nom à l'entreprise. On a mis un petit peu de subtilité avec un Z qui venait à 0 déchet, et puis un J qui est plutôt par rapport effectivement à une volonté d'être dans la jeunesse, dans l'évolution effectivement des choses, de la jeunesse, pour changer effectivement ces pratiques. Et donc aujourd'hui, Usage est sur un modèle qui est d'abord et avant tout tourné sur l'usage. L'usage au sens premier du terme, ça veut dire que nous, on est payé pour une prestation de service et qu'on permet aux acteurs de passer véritablement au réemploi. Donc dans les 3 univers que j'évoquais aujourd'hui, et donc on a déjà des clients dans ces 3 univers qui nous font confiance pour leur apporter en fait une solution de lavage de ces contenants qui leur permet de passer véritablement au réemploi. Alors il est vrai que sur un certain nombre de ces acteurs, il y a des acteurs qui ont aussi des dispositifs légaux auxquels ils doivent répondre, qui ont été légiférés récemment, que ce soit l'EGalim pour le scolaire ou l'AGEC, notamment pour les industriels et la restauration commerciale. Et donc on accompagne, c'est notre deuxième métier, je finis, le deuxième métier qui est celui en fait de l'accompagnement. Non, je précisais juste pour l'audience, donc vous avez parlé de 2 lois, EGalim, égalité alimentaire, et puis AGEC. L'anti-gaspillage pour une économie circulaire. Voilà. Donc là, c'est effectivement 2 lois qui ont été promulguées pour certaines, et puis des décrets complémentaires, qui touchent la restauration dans les domaines de l'agroalimentaire, hein, parce que la loi touche tout le domaine, en l'occurrence lié aux déchets, et une volonté très forte du gouvernement pour 2040 d'éradiquer tous les plastiques à usage unique non essentiels. Je vous laisserai définir ce que c'est non essentiel. Mais en tout état de cause, il y a une volonté et une trajectoire très forte. Et donc, dans le domaine de l'agroalimentaire, ça représente, par exemple, pour les industriels, un passage dès le 1er janvier 2023, dans 6 mois. Ces industriels de grande taille, ils doivent mettre sur le marché 5% de leurs contenants en réemploi. Autant vous dire qu'ils n'y sont pas tout de suite. Merci pour cette explication qui fait une bonne transition avec notre dernier intervenant, Daniel Cohen. Donc, on va sortir un petit peu de l'application
pratico-pratique de l'économie circulaire et en prendre un peu de hauteur macroéconomique sur les enjeux, qu'est-ce que représente cette économie en volume et quelles sont ses contraintes d'un point de vue macroéconomique, réglementaire et même comptable également. Oui, merci. Je suis très, très heureux de participer à ce panel de clôture de votre conférence. Donc, je suis macroéconomiste, pas du tout spécialisé des choses dont vous avez parlé, mais très admiratif de toute l'inventivité dont vous avez fait état. Quelques éléments de mon point de vue sur ce qui est peut-être le paradoxe central de la période que nous vivons et des défis que des acteurs tels que vous devez relever. Pour le dire, disons d'un mot, on est dans une période, en tout cas certainement pour les pays riches, qui se caractérise comme la fin d'une société industrielle et le début, déjà presque la maturité, d'une société qu'on appelle post-industrielle, ce qui ne veut pas dire grand-chose en soi, si ce n'est qu'on a fini cette période d'industrialisation à outrance. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? La fin d'une société industrielle, c'est la fin d'une société où les objets coûtent cher. Les gains de productivité dans les usines, d'un côté, la mondialisation de l'autre, fait que les objets coûtent de moins en moins cher, et tellement peu cher parfois qu'on les jette, c'est toutes les choses en partie que vous cherchez à recycler, que lorsqu'une télévision, un iPad, un téléphone portable est cassé, on préfère en acheter un autre que le faire réparer. C'est-à-dire, on atteint un point où le monde des objets disparaît de notre radar, de notre conscience. Alors, il y a des objets qui coûtent encore très cher, les automobiles, mais même les automobiles, on attend souvent qu'elles soient cassées pour les réparer, et si elles ne se cassaient pas, on pourrait en fait vivre encore longtemps avec elles. Le monde dans lequel les objets, et il y avait un livre de Perret qui s'appelait « Les choses », dans les années 60, ce monde dans lequel les choses, les objets, étaient un objet de, ce qu'est de dire, de fantasme, disparaît. On s'en fiche de changer de téléviseur, on le change quand il est cassé. On n'est pas dans l'attente du dernier modèle, en tout cas pour la plupart des gens, et même l'automobile, jusqu'à un certain point, je crois, certainement pour les générations, n'est plus un objet fantasmatique comme il pouvait l'être dans les années 50 et 60. Une société post-industrielle, c'est une société où la valeur a migré des objets, alors pour résumer, vers les humains. C'est-à-dire une société post-industrielle, c'est une société de services dans lequel ce qui coûte cher, c'est d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de vous, de vos parents quand ils sont malades, c'est les hôpitaux, c'est les coachs sportifs, c'est un monde de relations interpersonnelles. La société dans laquelle on est, elle fait bizarrement des choses qui sont inverses de ce que le sens commun, le sens social voudrait qu'on fasse, c'est elle se désintéresse des objets au moment où la planète est surchargée, dégorge d'objets et devrait nous inciter à y prendre un plus grand soin, ce que vous avez tous illustré avec ces méthodes de recyclage des objets, et où les humains ont besoin d'un soin croissant, ce que la circularité, la proximité sollicite, au moment où les signaux qui sont envoyés par le capitalisme contemporain, c'est de chercher à réduire au maximum les occasions de relations interindividuelles, parce que ça coûte très cher de rassembler des humains comme nous sur un même lieu. Il faut les déplacer, il faut les nourrir, il faut les rémunérer, il faut les faire se rencontrer dans des lieux qui sont souvent en centre-ville et dont le coût locatif est très élevé. Et la société post-industrielle dans laquelle on entre, c'est une société numérique dans laquelle, à travers le télétravail, la télémédecine, on fait tout pour dispenser les humains de la nécessité, mais c'est plus qu'une nécessité, c'est aussi un besoin existentiel de se rencontrer en face à face. Je pense qu'à ce point du raisonnement, il est possible de voir que ça ne va pas. Ça ne va pas de se désintéresser des objets au moment où les déchets s'accumulent, et ça ne va pas de chercher à réduire les interactions humaines au moment où elles sont nécessaires, parce que c'est ça, au fond, ce que la demande sociale nous demande, d'avoir des personnes pour s'occuper les uns des autres. Alors, pour avancer dans le raisonnement, pour les économistes de stricte obédience, la solution à ce double problème, des intérêts pour des objets, économie inutile, malfaisante,
sur les rapports entre les humains. La solution technique des économistes est très simple, taxer les objets et détaxer les hommes. Voilà, c'est simple. Taxer les objets, ça veut dire donner un prix au carbone pour que tous les objets soient réestimés à leur juste valeur. Et vous verrez à ce moment-là, disent les économistes, qu'on prendra un grand soin de chercher à réparer sa télévision plutôt que de la jeter quand elle aura été cassée, détaxer les humains pour qu'on ne désincite pas les humains à se rencontrer, puisqu'au fond, c'est la valeur sociale. En disant ça, je rends hommage à mes collègues, mais je sais aussi, et en vous écoutant les uns les autres, en fait, je suis plus convaincu encore que ça ne peut pas être la seule solution. Le type d'innovation sociale qui sont nécessaires pour faire advenir un monde plus économe en objets et plus intense en relations humaines dépend d'innovations sociales que le marché tout seul ne va jamais inventer. Les innovations sociales, c'est celles dont vous parliez, M. Quéré, sur ces réseaux où on rend gratuit du design pour encourager ces relations. Ce n'est pas le rapport marchand seulement qui va le faire. C'est, dans les municipalités, certainement une manière d'inciter au recyclage des objets. Je voyais un reportage sur la Suède dans lequel la municipalité vient récupérer gratuitement tous les objets inutilisés qu'on aurait jetés. Elle les retravaille un peu dans le sens de ce que vous faites. Elle en fait de beaux objets et elle les donne gratuitement à toute personne qui viendra les chercher, c'est-à-dire on passe d'un monde de déchets à un monde d'abondance par l'opération politique qui consiste à les transformer, et on voit bien que les pratiques sociales qui sont nécessaires pour créer de la circularité entre les humains et entre les objets ne vont pas résulter de ce que le capitalisme numérique est en train de produire, c'est-à-dire une voie toujours plus poussée dans l'abstraction, où on ne consommerait rien d'autre que des relations interpersonnelles sur le net pour se dispenser à la fois des humains et des objets. Donc il y a beaucoup d'innovations sociales qui sont nécessaires et qui ne pourront être solvabilisées, pour parler ce langage des économistes, qu'avec des pratiques sociales qui seront inventées par des acteurs qui ne surgiront pas d'un coup de baguette magique quand on aura à proprement parler taxé les uns et les autres. Mais c'est important de garder ce modèle de taxation en tête comme une indication sur ce qui ne va pas, ne pas se dispenser de le faire. Pour autant, les Suédois, dont je parlais à l'instant, ont détaxé le travail pour retaxer le CO2. On ne peut pas dire que ça fonctionne mal, mais il faut savoir aussi que ça ne sera jamais l'alpha et l'oméga des solutions qu'on doit mettre en œuvre. Voilà. Alors je vous remercie. Je pense que là, on a vu différentes perspectives et donc des réflexions sur l'idée économique et son adaptation finalement à l'économie circulaire, mais ce que j'aurais voulu, c'est savoir les uns et les autres, quel est votre positionnement marché, pour parler un petit peu en analyse financière, votre positionnement marché et votre espace, la taille de vos marchés respectifs. Parce qu'un des enjeux, c'est de savoir aussi cette économie circulaire. Est-ce que c'est quelque chose qui reste en marge ou est-ce que c'est quelque chose qui peut devenir un modèle économique dominant? Et après, je vous poserai la question, Daniel Cohen, de savoir s'il y a des modifications réglementaires dont vous avez un petit peu parlé, qui permettraient ou pas, en fonction de ce que diront les acteurs microéconomiques, de justement lever un certain nombre de freins et pour donner plus d'espace à cette économie circulaire qu'on appelle, en tout cas pour les présents ici, plutôt de nos voeux. Qui veut commencer ? Alors du coup, moi je suis un acteur universitaire, donc je vais juste parler de ce que je fais avec des collaborateurs et ce que je vois au niveau national. De mon point de vue, l'économie circulaire, elle est en augmentation, mais elle est relativement invisible. En fait, elle est peut-être mal comptée. Et ce qu'on peut regarder, c'est peut-être tous les acteurs qui gravitent autour de ce qu'on appelle les tiers-lieux, le secteur pluriel, associatif, etc., qui sont quand même en train d'exploser en France, qui correspond à une certaine quantité d'emplois, d'entrepreneurs, d'artisans. Et là, on a un premier calcul de marché d'économie circulaire. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, mais il y a des rapports qui sont sortis au niveau du ministère de l'ANCT l'année dernière, avec pas mal de chiffres. Donc, des premiers calculs autour de ça. Donc, je pense que c'est un premier indicateur en fait, d'évolution de l'économie circulaire. Si je peux me permettre, dans cette
catégorisation-là, les tiers-lieux, etc., l'économie circulaire se mélange à l'économie sociale et solidaire aussi. C'est comptabilisé de la même façon? Complètement. Alors l'économie sociale et solidaire ou l'économie circulaire, il faudrait pouvoir définir les connexions entre les deux, hein, parce que c'est assez fortement couplé. C'est l'intention en fait, ou l'objectif qui peut changer, hein, le côté social et solidaire justement, qui est en plus pointé sur l'ESS, mais ils utilisent les outils de l'économie circulaire aussi pour leurs actions. Donc voilà un premier point de vue sur le marché, mais j'ai l'impression que ça augmente, et puis notre positionnement c'est d'influencer pour que ça augmente, donc créer de l'entrepreneuriat autour de ça, la création de valeur, et puis de lever des freins, comme par exemple sur l'échelle d'un territoire, faire en sorte que les entreprises, les collectivités, les organisations publiques comme nous à l'université travaillent avec des prestataires locaux. Voilà, si on ne travaille pas avec des prestataires locaux, alors qu'il y en a, c'est quand même dommage. Et puis j'encourage aussi les entreprises, parce que l'innovation, on parlait d'innovation sociale comme levier d'action. L'innovation sociale, où elle se trouve? Dans les associations, dans les tiers-lieux. Il faut que ces entreprises aillent travailler avec les associations, fassent des prestations de services avec elles, les fassent vivre. Et il y a déjà quelque chose d'intéressant à produire, je pense. Alors côté entreprise, justement. C'est un petit peu plus... Donc la question est assez complexe, mais on va donner quelques éléments. Alors nous, quand on regarde le modèle, finalement, qui consiste à utiliser nos déchets pour refaire des matières premières et les réinjecter dans un circuit existant, parce qu'on ne recrée pas toute la partie aval de la chaîne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on sait faire des polymères de façon très efficiente, à des échelles impressionnantes. Une unité de polymérisation, par exemple, c'est 400 000 tonnes aujourd'hui. Dans les années 60, on était à 20 000 tonnes. Donc on a vu que tous les 10 ans, on multipliait par 2 la capacité. C'est pour ça qu'on est arrivé à des systèmes extrêmement performants en termes d'économie. Donc on ne change pas cette partie-là de la chaîne, mais il faut qu'on raisonne quand même à cette échelle-là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit capable de capter nos déchets et de les utiliser. Donc moi je pense plus à une échelle européenne qu'à une échelle très régionale, mais tous les modèles peuvent coexister. Je ne suis pas en train de dire qu'ils n'ont pas de raison d'exister, mais c'est plutôt nous, notre échelle de réflexion. Et quand on fait des projections économiques avec nos modèles de déchets, on se dit bien qu'il va falloir créer des unités, effectivement, qui soient capables de collecter 150 000 tonnes de déchets. Déchets complexes, encore une fois, du textile, des emballages, mais c'est à cette échelle-là qu'on travaille. D'où l'enjeu de la collecte. Oui, d'où de la question que j'avais déjà notée précédemment. Votre périmètre de collecte et votre périmètre de marché de revente, quels sont-ils? Alors nous, aujourd'hui, on va implanter une usine qui sera dans le nord-est de la France, donc à proximité du Benelux, de l'Allemagne et de la France. Ça va être notre marché de collecte. On va chercher à collecter des déchets dans ce périmètre, pas aller trop loin, parce que sinon, effectivement, plus on va chercher loin les déchets, moins c'est bénéfique pour la planète. Et puis, il faut aussi organiser ces filières. Aujourd'hui, l'emballage est bien organisé, il a une pression, la législation l'a mis en place. On ne va pas aller chercher la bouteille, parce que ça, c'est bien recyclé mécaniquement, mais plutôt les emballages complexes, les barquettes alimentaires. Et puis aussi le textile, qu'il va falloir organiser. Aujourd'hui, le textile, on est vraiment dans l'industrie du jetable. Un textile, aujourd'hui, ça dure moins de 3 ans. Et quand on achète un t-shirt à 2 €, on sait très bien que ce n'est pas pour le porter plus de 5 ou 6 fois. Donc, c'est aussi une économie qu'il va falloir réfléchir à l'abord dans la durée, mais en même temps dans la collecte et dans la façon de travailler avec cette industrie. Une dernière question, après je passe la parole à François Satin. Justement, vous savez ce qu'on dit sur un certain nombre de taxes, qu'elles sont pigouviennes, qu'elles ont une tendance à changer les comportements, c'est-à-dire, c'est un peu comme pour le tabac, on taxe, et puis l'idée c'est que la consommation diminue. Dans votre modèle économique, a priori, on pourrait penser que c'est de l'anti-pigouvien, puisque finalement, vous vivez sur le modèle que vous cherchez à développer, sur la continuité de la production de déchets de polymères. Donc, quelle est votre vision à moyen long terme, une vision industrielle sur la durée? Est-ce que c'est le développement, comme vous le disiez tout à l'heure, de nouvelles enzymes pour aller justement dépolymériser d'autres types de plastique à part le polyester? Ou est-ce que vous pensez que vous avez des projections vis-à-vis de vos financeurs, notamment, sur une certaine durabilité de l'hyperconsommation de plastique? Alors, je pense qu'on doit respecter la hiérarchie, c'est-à-dire que utiliser moins de matière, ça reste l'enjeu principal, parce que c'est
c'est du carbone que l'on dépense pour fabriquer de la matière. Réutiliser le plus longtemps possible, c'est le deuxième enjeu. Et à un moment, on arrive quand même en fin de vie. Et donc, quand on est sur cette fin de vie, il faut être capable quand même de refaire de la matière, et si possible, la matière qui a une bonne qualité, de manière à pouvoir recontinuer à être vertueux dans ce cycle. Si on refabrique une matière qui est dégradée, on n'arrivera pas à tenir des enjeux de réutilisation. Si demain, je refais un plastique qui n'est pas aussi bon que le plastique original, on va pouvoir le réutiliser que 2 fois au lieu de l'utiliser 5 fois. Donc, ça reste quand même, on est toujours dans ces boucles. J'ai perdu un petit peu la deuxième partie de la question, mais la question, est-ce que finalement votre modèle économique, il a une durée de vie limitée si jamais l'objectif de baisse d'utilisation de plastique jetable se développe? On aura, enfin, je ne sais pas comment on va pouvoir demain conditionner. Moi, je regardais dans les années 50, on avait beaucoup de gens qui mouraient d'empoisonnement alimentaire. Aujourd'hui, on en a beaucoup moins parce qu'on a des façons de s'approvisionner dans la nourriture, de la protéger. Et on est tous satisfaits, on n'a pas envie demain de s'empoisonner de façon alimentaire. Donc l'emballage qui protège notre tranche de jambon, il ne peut pas avoir une durée de vie, on peut essayer d'améliorer sa réutilisation, mais à un moment ou à un autre, ça reste du matériau qu'il faudra régénérer et remettre dans le circuit. Donc je ne crois pas qu'on soit sur un modèle de croissance, on est plutôt sur un modèle de dire ce que l'on génère comme déchets, il faut qu'on arrête de les considérer comme des choses jetables, mais comme des choses réutilisables sur un cycle un peu différent. Il y a des cycles très courts et il y a des cycles un peu plus longs. Donc on ne se privera pas d'avoir une dizaine de boucles. Peut-être, moi je suis très content qu'il y ait des plastiques qui soient utilisés pendant 5 ans, mais à la 6e année, on en refait de la matière première pour les réutiliser pendant 5 ans. Parce que tout matériau, quand il vieillit, il perd ses performances. Les plastiques, c'est comme tous les matériaux. Le verre, pareil, ça s'opacifie, ça se casse. Le plastique, ça se détruit, ça perd ses propriétés. Donc il faudra bien à un moment le régénérer et pouvoir le réutiliser de façon optimale dès le départ, sans aller chercher du pétrole pour continuer à faire du matériau vierge. Donc là, si je veux un petit peu simplifier, on a de votre côté le fait de s'insérer, une économie circulaire qui s'insère dans l'économie actuelle avec la continuité d'un certain nombre d'usages, et puis, pour passer la parole à François Satin, une modification des usages, qui est une autre facette de l'économie circulaire. Alors, pour donner la main à Bruno, la réalité, c'est qu'évidemment, quand la durabilité n'est plus là dans le cadre du réemploi, l'objectif, c'est d'être dans la recyclabilité. Et nous, comme on est un acteur de cette boucle, puisqu'on lave ces contenants, et on lave du plastique, de l'inox et du verre, quand on est typiquement dans ce plastique et qu'il n'est plus réemployable, ça veut dire que le client considère que les propriétés qu'il présente ne vont plus lui permettre de remettre de la matière à l'intérieur. Moi, j'ai la chance d'être là et de pouvoir prendre ces éléments et de les mettre à disposition de ceux qui vont en refaire quelque chose, donc du recyclage. Et donc potentiellement de prendre cette matière et puis de la confier à Bruno, qui lui va la réintégrer effectivement dans un système plus vertueux, puisqu'on le sait aujourd'hui qu'on n'est pas les champions en France sur la recyclabilité des plastiques. Donc c'est sûr que quand on a des acteurs qui sont en capacité d'être à un endroit de la boucle et de pouvoir repositionner vers le recyclage, évidemment c'est positif. Mais bon, comme vous l'avez compris, nous on est d'abord dans le réemploi, c'est la première partie de la boucle, c'est tuer cet usage unique. Et ma question, comme je l'ai posée aux deux interlocuteurs précédents, c'était votre modèle économique et votre capacité de vous développer dans un modèle qui, a priori, était plutôt basé sur la production d'objets jetables. Alors, tout l'enjeu, c'est justement de sortir de ces jetables pour aller vers le durable. Ça, c'est la responsabilité de nos clients d'être dans cette transformation. Nous, on est un solutionneur pour qu'ils puissent y arriver. Et pour y arriver, il faut mettre en place des boucles, comme on l'a dit tout à l'heure, d'où le fait qu'on est bien dans la circularité, puisqu'on passe d'une économie linéaire qui, à la fin, effectivement, pour l'instant, se finit plus ou moins bien, on va dire, en termes de recyclabilité, ça c'est déjà pas mal, et puis ça peut aller jusqu'à l'incinération, c'est quand même beaucoup moins positif. Nous, l'objectif, c'est bien d'être dans la circularité, donc de conserver en fait l'état du contenant et de permettre, par son réemploi, donc son lavage, de le remettre dans la boucle et que ça puisse recommencer. Et donc, pour être en écho sur ce que vous disiez sur la réalité des marchés, on opère déjà, on a déjà des clients dans les 3 secteurs que j'évoquais tout à l'heure. La ville d'Avignon, par exemple, fait appel à Usage à Avignon pour laver ses contenants tous les jours pour la restauration scolaire, comme un autre acteur privé.
En région parisienne, on a des clients typiquement dans le domaine de la restauration commerciale, comme des enseignes comme Classcoot ou Idyll Garden, qui font appel à nous. Et puis, il y en a beaucoup aussi qui se préparent, parce que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, ces acteurs de la restauration commerciale, ils ont des obligations au 1er janvier 2023, eux aussi, de sortir en fait de l'usage unique quand ils servent les consommateurs sur place. Donc à partir du 1er janvier 2023, si vous êtes dans un restaurant qui sert plus de 20 places assises, il n'a plus le droit de vous servir dans un contenant à usage unique. Il doit vous servir dans un contenant en réemploi. Donc vous imaginez bien que ce marché, il est très très large. Et nous, comme on a une vocation d'impact, puisque c'est la vocation de l'entreprise usage, on ne va pas adresser tous les marchés. Notre sujet, c'est d'adresser des marchés qui ont du sens pour utiliser un outil industriel comme le nôtre, un outil volumétrique et performant en termes de lavage. Donc si je prends un acteur, un restaurateur qui tous les jours a 40 contenants, il vaut mieux qu'il le lave par lui-même. Moi, je ne vais pas chercher à les laver pour lui. Pour la bonne et simple raison que l'impact écologique et économique sera plus performant s'il le fait par lui-même. Par contre, il y a un certain nombre d'acteurs qui sont beaucoup plus dimensionnels, en termes de taille, en termes de type de contenant à laver, en termes de complexité parfois aussi du type de contenant. C'est plus difficile de laver du plastique que du verre, par exemple. Eh bien là, on est là pour les aider. Et donc vous imaginiez bien que certains grands acteurs du fast-food, par exemple, dans un certain nombre de cas, ils seront capables de laver sur place et d'autres fois, pas du tout. Et donc nous, on est positionnés pour accompagner ces acteurs. Et donc là, on est déjà dans du très très concret sur ces deux marchés. Et sur le dernier marché, qui est celui de l'industrie, eh ben, les choses sont en préparation. Donc on a déjà fait en 2021 et puis en 2020 des actions, notamment un démonstrateur là sur l'Ouest avec Système U dans 5 magasins, où là on a mis les consommateurs devant une réalité de pouvoir être dans la boucle d'économie circulaire. Ça veut dire rapporter son contenant sale en magasin, nous on le collecte, on le lave et on le revend à l'industriel pour qu'il puisse le remettre sur le marché. Voilà. Et donc là on est sur des volumétries extrêmement importants, c'est plusieurs milliards en fait d'emballages chaque année en France qui sont utilisés dans le domaine de l'agroalimentaire. Et donc, nous, on doit accompagner ce déploiement. On va déployer 8 centres, en fait, usage à l'horizon 2024. Chacun de nos centres, et on est très modeste, très, très modeste au regard du marché. C'est pour traiter 25 millions d'emballages chaque année. Et je vous dis, on est vraiment très, très modeste. On a parlé de milliards d'emballages. Donc, on sait très bien que ça va prendre beaucoup de temps. Aussi parce qu'il y a aussi un changement lourd qui est sur le contenant lui-même, de le standardiser. Plus il sera standardisé, plus il pourra être réemployé. Et donc c'est un autre enjeu auquel nous on ne s'attaque pas. Par contre, on y contribue parce qu'on fait partie d'un certain nombre de groupes de travail avec les pouvoirs publics et aussi les organismes qui travaillent dessus, comme Citeo, pour être un acteur de cette économie, et notamment sur le lavage. Alors c'est très intéressant parce que vous avez mentionné la législation justement qui vous a créé des opportunités de marché. On parle très économie hein, aujourd'hui. Et là, la question que je voulais vous poser, c'est quels sont les effets de levier que peuvent avoir les réglementations, les normes, les choix politiques sur donc la macroéconomie, sur justement l'ouverture véritable et la croissance potentielle d'un marché d'économie circulaire, quel que soit le modèle, puisque là on a vu la pluralité de cette économie circulaire. Non, mais bien entendu potentiellement considérable. C'est-à-dire le jour où il sera tout simplement interdit d'utiliser tel et tel objet plastique ou autre qui n'est pas recyclable, le marché se développera très très vite. La question c'est la temporalité, c'est-à-dire qu'il y a une offre, il y a une demande, mais encore une fois, contrairement à la fiction parfois des économistes, ça ne s'institue pas tout seul. Il y a des économies d'échelle du côté de l'offre, c'est-à-dire qu'il faut atteindre une masse critique pour atteindre de l'efficience, de la productivité. Cette masse critique, elle est obtenue quand la demande est suffisamment forte, mais la demande elle-même ne se manifeste que s'il y a une offre en vis-à-vis. Donc, pour créer une dynamique vertueuse, il faut du temps, il faut des acteurs. Alors ces acteurs, ils sont de plusieurs natures. D'abord, je pense, les collectivités locales, publiques, nationales, ont un rôle considérable à jouer. Lorsque les collectivités locales exigeront de leurs fournisseurs
tel et tel critère. Tout le monde ne pourra pas y souscrire, mais ça solvabilisera une demande sociale très importante. Le jour où les cantines ne s'approvisionneront qu'en bio, le bio aura une masse de débouchés suffisamment importante pour faire jouer des économies d'échelle. Donc je pense que c'est de ce côté-là que l'engagement doit se produire. Ensuite, la réglementation, il faut bien comprendre comment elle fonctionne. Réglementation qui est qu'une entreprise, par exemple, ne peut accéder à la demande publique que si elle-même, elle obéit à un certain nombre de critères. Au-delà de l'économie circulaire dont on parle, des critères environnementaux, sociaux, c'est évidemment ça l'avenir, c'est-à-dire de créer progressivement une boucle vertueuse jusqu'au jour où ce sera interdit. Mais on ne peut pas commencer par l'interdiction tant qu'on n'a pas créé la démonstration qu'il y avait en effet une économie qui pouvait se développer autour de nouveaux critères. Alors là, il y a un point très important qu'on doit souligner, c'est que depuis 30, 40 ans, le monde social dans lequel on est entré, je parlais industriel, post-industriel, mais derrière ça, il y a une autre réalité plus silencieuse qui s'est mise en place, enfin silencieuse et bien réelle et très violente, c'est la propension générale à l'externalisation des choses qui vous déplaisent. C'est-à-dire que si on impose des normes sociales de telle et telle nature, il y aura toujours des entreprises très propres qui pourront se présenter de telle et telle manière, mais leurs sous-traitants à l'autre bout du monde n'y obéiront pas nécessairement. En France, on est très fiers d'avoir une émission de CO2 plus ou moins la moyenne mondiale, ce qui pour un pays riche n'est pas si mal, sauf que quand on calcule ce qu'on appelle l'empreinte carbone, c'est-à-dire qu'on inclut les consommations de CO2 qui sont faites par nos fournisseurs de l'autre côté de nos frontières, on n'est plus du tout dans la moyenne mondiale, on rejoint la moyenne des pays les plus pollueurs en réalité. C'est presque une augmentation de 50% qu'il faut refacturer quand on prend en compte le contenu en carbone de nos importations, qui est la raison pour laquelle il faudra bien un jour qu'il y ait une taxe CO2 aux frontières pour obliger à réinternaliser ça. Mais en revenant chez nous, on sait que, sans même aller du côté des importations en provenance des pays en voie de développement, on sait bien qu'en notre propre sein, on externalise les tâches dont on est parfois pas fier, pour que une étude il y a très longtemps montrait que les sous-traitants d'EDF avaient une exposition radioactive 4 fois supérieure aux employés d'EDF eux-mêmes, parce qu'on a tendance à sous-traiter les tâches justement qu'on ne veut pas faire vivre à l'intérieur de nous-mêmes. Enfin, le chiffre n'est pas forcément le bon, mais il y avait une très forte disproportion entre les uns et les autres. Je me souviens d'une discussion avec, à l'époque, le secrétaire général de la CFDT qui me disait, nous on se bat pour que la SNCF obéisse à tel et tel critère, mais on sait que les drames sociaux sont dans les fournisseurs de la SNCF, ceux qui justement ne sont pas au premier ordre chez nous. C'est la même chose pour la question de la réglementation dont on parle. Il faut inventer une réglementation d'un type nouveau qui rende impossible l'externalisation des problèmes qu'on ne veut pas voir. Donc c'est possible. Comment? Un exemple. Disons qu'il y a une notation à côté des notations financières, il y a une notation économique, écologique et sociale, avec AA, AAA, tout ce qu'on voudra. Disons que pour être le fournisseur d'une collectivité locale, a fortiori de l'État, il faut une notation environnementale AAA. Qu'est-ce que c'est qu'une notation AAA? C'est une notation dans laquelle vous-même, comme entreprise, vous obéissez à un certain nombre de critères. Mais il faut aussi que vos sous-traitants soient AAA. Ça suffit. Si vous faites ça, vous internalisez le problème social parce que les sous-traitants eux-mêmes, pour avoir la numérotation AAA, ont besoin que leurs propres sous-traitants soient eux aussi AAA, et ainsi de suite. Donc il faut réfléchir dans cette direction pour être capable d'imposer une réglementation qui ne fasse pas l'objet de contournement par cette externalisation. Je crois que c'est possible en imposant aux sous-traitants les mêmes normes qu'on attend de l'entreprise elle-même. Ça suffit parce qu'en cascade, on peut, comme la valeur ajoutée, tout ajouter au bout du compte et s'assurer de la traçabilité de ce qu'on a fait. Donc, je pense, dans la dynamique vertueuse qu'on a en tête, il faut que les collectivités locales soient les acteurs d'une demande sociale qui pousse à ça.
Et puis, dans un deuxième temps, quand on aura ou simultanément, peu importe, mais en tout cas, c'est une démarche pas exactement la même, imposer aux grandes entreprises qui sont les grands fournisseurs d'offres publiques en général, des normes de réglementation qui se propagent à l'ensemble de la société. Et là, on voit apparaître une dynamique vertueuse dans laquelle le marché du recyclable, des contraintes, des normes de type environnemental et social peuvent se propager progressivement à l'ensemble de la société et créer cette économie d'échelle dont je parlais, c'est-à-dire aligner les impératifs productifs à une demande sociale du genre de celle qu'on veut favoriser. Donc voilà un type de raisonnement que je taxe et je redistribue ne pourra jamais tout à fait internaliser. C'est quelque chose de plus subtil qui est nécessaire, mais qui est exactement ce dont on est en train d'explorer les contours ici. Merci. J'avais une question complémentaire à ça. Je pense que Bruno Langlois, vous êtes la personne qui est peut-être le plus dans cette réflexion-là. Vous avez parlé des indicateurs donc, de type extra-financier. On sait que les investisseurs, et vous avez une levée de fonds importante, je crois, je ne vais pas dire de bêtises sur le montant, mais les investisseurs réagissent encore aujourd'hui, alors avec probablement des objectifs plus nobles, mais néanmoins avec aussi une question de rentabilité de leur investissement et donc de prix, donc d'indicateurs strictement financiers. Comment vous positionnez votre entreprise et comment il y a un effet différenciant, quel est l'effet différenciant, quelle est la problématique strictement financière d'un positionnement comme le vôtre dans l'économie circulaire? Est-ce qu'il y a des effets bénéfiques? Alors là, effectivement, actuellement, les matières premières pétrolières, hein, puisque c'est ça dont on parle, ont vu leur prix s'envoler. Néanmoins, vous utilisez aussi de l'énergie dans votre transformation, j'imagine. Donc, comment est-ce que, d'un point de vue strictement calcul financier, vous tirez votre épingle du jeu pour fournir une matière première concurrente de celle qui est produite directement à base de pétrole? Sur la partie investissement, aujourd'hui, on a plutôt... Alors, on avait, parce que l'économie est en train un petit peu de changer avec la remontée des taux d'intérêt, etc. L'argent devient plus cher, mais on était plutôt dans une vague porteuse parce que aujourd'hui, les financements, il y a beaucoup d'informations sur des financements qui ne seraient pas très propres, ou tout du moins, on investit encore beaucoup dans l'industrie pétrolière, on s'aperçoit. Donc, il y a une demande des gens qui veulent investir pour avoir des investissements sur des économies plus vertueuses. On est plutôt favorable, c'est-à-dire qu'on a une demande qui est plus forte pour avoir ce type d'investissement. On n'a pas levé non plus, on a levé 115 millions d'euros, donc ça reste très modeste hein, pour une start-up, mais c'était nécessaire pour nous pour investir dans notre unité industrielle. Et puis après, on a eu des prêts de l'État, etc. Donc ça, c'est important aussi, puisque l'État nous soutient dans nos investissements. Et la Banque européenne aussi nous a soutenus avec 30 millions d'euros. Donc on a des investissements, on est plutôt dans un environnement favorable. En ce qui concerne maintenant le coût des matières premières par rapport à ce à quoi on se compare. Aujourd'hui, nous, on sera toujours plus cher. Je crois que c'est clair, il faut le savoir. On va travailler à une échelle de 50 000 tonnes. Alors je disais, le plastique, on le travaille à l'échelle de 400 000 tonnes. Mais moi, je dis aujourd'hui, nos coûts, ils sont comparables au plastique dans les années 60. C'est-à-dire que quand on aura eu ce facteur d'échelle, on sera comparable, on fait des modèles. Et encore une fois, les modèles disent qu'aujourd'hui, alors, il faut prendre un coût de déchet. On prend un coût de déchet, on dit 500 € la tonne, 1000 € la tonne, mais on sera comparable à fabriquer du polymère vierge avec un baril autour de 80 $, ce qui est plutôt, on va dire, raisonnable. On sait très bien que le pétrole sera plus cher que 80, mais on a pris cette base. Donc, sur le long terme, c'est quoi le long terme? C'est 5 à 7 ans, peut-être 10 ans après le démarrage. Et avec une augmentation de capacité, je ne pense pas qu'on va mettre autant de temps que dans les années 60, parce qu'aujourd'hui, on a des outils de conception qui sont beaucoup plus avancés, on arrive à faire des facteurs d'échelle, on va plus vite. Donc on arrivera à mettre l'industrie du recyclage des déchets à l'échelle de 200 000 tonnes probablement plus rapidement que d'augmenter la production du plastique. Donc ça, je pense qu'on pourra être compétitif dans le long terme. Mais encore une fois, je veux aussi être prudent, c'est qu'on n'est pas en train de dire, moi je ne veux pas entendre ce message aujourd'hui en tout cas, c'est il faut continuer à utiliser encore davantage de plastique parce qu'on saura le recycler. Ce n'est pas mon message. C'est utilisons mieux cette matière, rendons cette matière vertueuse, faisons bon usage. Je pense qu'aujourd'hui, on a donné trop peu de valeur aux objets, et du coup on les a rendus jetables. Il faut remettre de la valeur sur les objets et prévoir une fin de vie de nos objets, parce qu'elle existera toujours cette fin de vie. Même le plus beau vêtement que l'on a, qu'on adore porter, à un moment, il finit par ne plus être utilisable.
Et on vous l'enverra du coup. Voilà. Même la voiture, au bout d'un moment, les plastiques sont un peu beaux, le tableau de bord craque, les sièges sont effondrés. Il faudra bien trouver des solutions pour la fin de vie de ces matériaux. C'est plutôt ce modèle-là qu'il faut soutenir. Pas le modèle de je produis davantage en ayant toujours moins de valeur. Par contre, c'est vrai, il faut être économique au départ, parce que même si on réinternalise tous nos problèmes, il y a aussi un facteur coût. C'est que derrière, si les objets sont trop chers, ils deviennent inaccessibles. Et ça crée aussi une inéquité dans la société qui ne peut pas forcément être gérable et acceptable. Effectivement. Et d'ailleurs, je voulais... on s'approche de la fin, mais Yves Quéré, vous êtes sur une économie qui est aussi en partie non marchande, si j'ai bien compris, mais comment les différents acteurs avec lesquels vous intervenez, notamment vous aviez mentionné les questions de formation, trouvent des espaces pour s'intégrer néanmoins dans une économie marchande. Je parle de l'économie marchande parce que c'est celle qui, à l'heure actuelle, est mesurée par les indicateurs et regardée plus spécifiquement par les décideurs économiques et politiques. Donc, voilà, la place de vos interventions et de vos interlocuteurs. Ça marche. En fait, c'est pas réellement une économie non marchande parce que on favorise le partage. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'économie, que les choses ne sont pas payantes en fait. Simplement, on apporte une certaine résilience et on assure un accès aux produits, aux personnes, en fonction des types de licences qu'on met sur les produits. Donc, à titre d'exemple, on peut mettre une licence open source à caractère non commercial, qui fait que tout le monde va avoir accès au plan pour le fabriquer soi-même. Et par contre, quelqu'un qui veut en faire une économie, une entreprise, etc., va pouvoir avoir des retours sur investissement. Donc il y a vraiment une réelle économie, sauf qu'elle est un petit peu différente, elle est plus long terme et favorise le partage entre acteurs. Donc c'est un des modèles d'innovation ouverte que je prône et qui est lié aussi à comment rendre plus résilientes les entreprises, résilientes au sens qu'elles vont être dépendantes en fait finalement de certains paramètres qui ne sont pas forcément en faveur des paramètres environnementaux et humains. À titre d'exemple, si on arrive à casser un petit peu ce lien d'intérêt économique entre le production et le producteur et donner un intérêt plutôt sur la valeur créative, par exemple toute l'intelligence qui a été mise sur l'enzyme, etc. Si on est dans l'innovation ouverte, on va diversifier ces produits, aller voir si ce truc-là n'a plus d'intérêt pour la société, je peux quand même mettre en valeur la créativité de mon entreprise, mes productions dans d'autres domaines, quoi. Donc je force à réfléchir multi-produits plutôt que me concentrer sur un seul. C'est-à-dire que vous voulez changer un petit peu la façon dont on voit la richesse de l'entreprise et de son patrimoine de licence, etc. La porter sur l'humain, en se disant, par exemple, c'est un des piliers de l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, de se dire que je favorise le service plutôt que le produit. Comme ça me force à faire en sorte que l'objet soit moins obsolescent, moins dépendant d'effets de mode. Mon objectif, c'est qu'il soit durable, au contraire, parce que c'est ça qui va faire que je vais avoir mon économie. Et donc, ça c'est un titre exemple. Les sociétés coopératives d'intérêt collectif, c'est un autre exemple. On met l'usager et le producteur en même temps dans une boucle vertueuse, ce qui fait que finalement, s'il n'y a plus d'intérêt à un moment donné de prendre telle ressource, on va en prendre un autre, mais mon modèle économique n'est pas basé là-dessus. Donc c'est pas grave en fait. Donc c'est trois solutions qui me paraissent intéressantes à penser en tout cas. Mais je sais que c'est pas évident pour une entreprise, c'est pas une confrontation, c'est essayer de réfléchir avec ces nouveaux modèles, comment converger vers ça. Et ça augmente de plus en plus en tout cas. C'est intéressant parce que sur cette table ronde, on a du coup 3 modèles économiques d'économie circulaire, mais néanmoins avec des positionnements marchés extrêmement différents, des perspectives aussi différentes. Je vous propose de conclure en vous posant une question assez basique. Vous pensez que le modèle d'économie circulaire sera dominant quand ? Clairement, je pense que, en tout cas pour nous, c'est très clair. On l'appelle de nos voeux à différents types de choses. Comme ça a été dit par M. Quéré tout à l'heure, l'économie circulaire, elle n'est pas forcément partout. Et donc, il y a encore des nécessités d'appréhender qu'est-ce que ça veut dire. En tout cas, pour usage, c'est assez clair. Nous, on est dans l'économie circulaire du contenant. Et aujourd'hui, ça s'apporte aussi avec d'autres choses. Puisque nous, on a choisi d'être une entreprise de l'économie sociale et solidaire.
Donc ça, c'est juste, en fait, comme ça a été dit tout à l'heure, un label potentiel. Mais par contre, on a choisi d'être agréé ESUS, c'est-à-dire de faire de l'insertion de personnel. Pourquoi? Parce que notre activité, dans certaines parties, sont des activités qui sont accessibles par rapport à des éléments de manutention. Puisqu'on vous doutez bien que pour laver ces contenants, on utilise des machines, des technologies, mais on a besoin d'humains. Et donc on a fait ce choix d'aller vers cet aspect de l'insertion. Puis le deuxième élément, c'est en l'occurrence la planète, puisque le premier élément qu'on me pose souvent comme question, c'est mais vous devez utiliser beaucoup d'eau. Non, je n'utilise pas beaucoup d'eau. Au contraire, je suis beaucoup plus efficace que vous dans votre propre lave-vaisselle et encore mieux que de votre évier. Et donc, c'est tout l'enjeu. C'est non seulement d'utiliser peu de ressources, d'eau, de produits lessiviels, d'énergie, puisque ça fait partie aussi de notre recherche et développement, et puis d'être en capacité d'arriver à faire en sorte que également l'aspect du modèle économique et de ce côté dimensionnel permette de réduire les coûts, et donc de développer de façon beaucoup plus importante le réemploi, et donc par conséquent que cette économie circulaire appliquée au domaine de l'alimentaire et de ses contenants, donc de ces emballages au sens général du terme, qu'ils soient primaires ou secondaires, d'être dans un développement effectivement de ce modèle d'économie circulaire, mais il peut s'appliquer à plein d'autres domaines. Mais c'est vrai que oui, effectivement, il va arriver, il va se développer, et en tout cas dans le domaine des emballages alimentaires, la perspective qui a été donnée par d'une part la France, mais aussi l'Europe, qui sont dans les 10, 20, 30 ans, oui, moi je crois effectivement à cette possibilité de transformation. L'enjeu va être très important, ça a été évoqué par mes collègues, sur l'évolution des réglementations, et par M. Cohen tout à l'heure sur l'aspect de la taxe. C'est aussi une incitation. Et cette incitation, elle est liée aussi à ce que ça détruit potentiellement notre planète. Et donc, on revient au thème qui nous réunit aujourd'hui. Donc, le plus vite possible, si je comprends bien. Sans aucun doute, le plus vite possible, absolument. Même question. Pour ne pas être redondant, essayer d'avoir une vision positive, parce que moi, j'y crois vraiment. Mon indicateur, moi, c'est justement cette évolution des tiers-lieux, le tiers-secteur, le secteur pluriel. Donc, c'est ce qui rebalance, en fait, le secteur privé et le secteur public. Je vois une évolution vraiment exponentielle en fait, de cette activité. Et donc, ça a été un peu expliqué sur les effets de masse. Je pense que ça va pousser vers là et ça bouge très très vite. Et peut-être qu'à un moment donné, il va y avoir un déclic très rapide. Donc, il n'y a pas de chiffres, mais en tout cas, j'ai une vision plutôt positive et je continue à agir pour ça. Je vais rester sur la note positive. Je lisais récemment dans un sondage qui, dans la population française, savait ce qu'était que la circularité. Le pourcentage est faible, c'est 27%. Mais ce qui est encourageant, c'est que c'est plutôt chez les jeunes qu'on a la meilleure définition de la circularité. Et puis, bien sûr, sur les gens un peu plus sachants, mais ça, c'est toujours un peu comme ça. Mais ça veut dire aussi qu'on a un travail d'information, d'éducation, tous en tant qu'acteurs, pour qu'on puisse accélérer le mouvement. Mais ce qui est déjà porteur, c'est que finalement, on a une nouvelle génération qui est moins axée sur la possession de l'objet. Alors, il peut y avoir quelques exceptions. Le téléphone portable est certainement un objet très, très important pour cette partie de la population. Mais en même temps, ils sont moins attachés aux objets. Ils n'ont pas besoin d'avoir une voiture, pas besoin d'avoir des biens. Donc, on voit bien quand même qu'il y a un transfert dans les nouvelles générations par rapport à l'attachement aux objets. Et peut-être qu'on générera moins de déchets, ou en tout cas on les générera et on saura leur donner une fin de vie. Je vous remercie. Daniel Cohen, je vous laisse ouvrir un peu les perspectives. Non, justement pour rester exactement rester dans l'esprit de ce qui vient d'être dit. Moi, je suis tout à fait à l'aise avec ce que vous avez dit les uns et les autres. Je pense que ça peut aller très vite. Ce que vous disiez à l'instant sur les jeunes générations qui n'ont pas le même rapport aux objets que la génération des années 60 et de celles qui ont pu suivre après me paraît très important. On est dans une culture où la propriété de l'objet, dans cette culture du streaming par exemple, où on est au fond jamais propriétaire de rien, on est dans un flux, je pense, imprègne les consciences. C'est pas important d'avoir sa chose à soi. Les normes sociales peuvent changer
très très vite. Acheter un vêtement usagé, c'était une abomination il y a encore 20 ou 30 ans, parce que non, l'idée c'est justement d'acheter la chose nouvelle à la mode. Je pense qu'on s'en fiche s'il est beau, si ça plaît. Donc il y a un rapport à l'objet, mais plus généralement à la propriété qui est en train d'évoluer considérablement et qui va dans le bon sens. Il y a une demande sociale très forte pour l'environnement chez les jeunes générations, mais pas seulement. Donc, au fond, l'offre et la demande, pour reprendre mon langage de départ, sont là. Il faut maintenant que l'un et l'autre se rencontrent, se construisent dans la durée, et c'est là que c'est plus dur, et c'est pour ça, on reprend ce qu'on disait, il faut qu'il y ait une demande sociale qui solvabilise tout ça. Pour moi, elle ne peut venir que de l'État, des collectivités locales dans un premier temps, et ensuite, en effet, il faut l'élargir aux grandes entreprises, à leurs sous-traitants, et au fond, tout ça peut se diffuser, parce que la demande est là, et je reprends ce que je disais au départ, on est dans une société post-industrielle, c'est-à-dire que les valeurs, les attentes ne sont plus dans tel et tel objet, elles sont ailleurs, elles sont dans la relation interpersonnelle. Donc, au fond, le travail a déjà été fait qui rend possible cette grande mutation vers un autre type de société où les objets pourront retrouver la place qui leur revient, c'est-à-dire tout en bas de notre échelle sociale, et certainement pas un obstacle à la qualité de l'environnement. Bon, je note que la propriété privée arrive bientôt à son terme. Très bonne nouvelle pour ceux que ça intéresse. Propriété des objets. Propriété de soi-même, ça reste important. Réagir. Merci. En tout cas, je vous remercie tous les quatre pour cette conversation très intéressante. J'espère que vous en avez tous profité autant que nous. Et je vous souhaite une bonne après-midi.